J'ai eu un professeur en quatrième qui m'a dit un jour Pascal Lerest, vous êtes tellement bête et stupide que vous ne comprendrez jamais rien en mathématiques. Bienvenue au podcast Survivor. Comme d'habitude, on reçoit un nouvel invité, comme chaque semaine, et on a l'honneur aujourd'hui avec Tosin Adedi de Hi recevoir guys. Pascal Lerest. Donc Pascal Lerest est technologue. On a voulu l'inviter aujourd'hui parce qu'il a un parcours très différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue. Merci. Pascal, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours, comment tu as commencé et surtout, c'est quoi ton métier d'ethnologue? Parce que c'est vrai qu'on connaît peut-être ce nom, mais on ne sait pas ce que c'est. Très bien, oui, alors effectivement, l'ethnologie, c'est une discipline un peu particulière qui est assez semblable à la sociologie, mais contrairement à la sociologie, on s'intéresse moins aux mouvements sociaux de notre culture, mais plutôt aux cultures différentes de la nôtre. Voilà, ça c'est un peu pour dire les choses de manière un peu simplifiée. Mais docteur en ethnologie, ça vient au terme d'un parcours plus complexe. Au début, donc, il a fallu que je gagne ma vie, comme tout le monde, et donc j'ai commencé par faire des mathématiques, parce qu'à l'époque, les mathématiques, c'était déjà quand même un peu la discipline phare qui permettait d'ouvrir sur beaucoup de choses. Et donc, je suis devenu professeur de mathématiques, ce qui m'a permis ensuite de faire d'autres types d'études. Parmi ces études, donc de la sociologie, je suis devenu sociologue, et puis j'ai poursuivi sur une thèse en ethnologie. Je suis devenu donc docteur en ethnologie, ce qui m'a permis ensuite de quitter l'éducation nationale et d'être un peu plus libre. Alors c'est vrai que ethnologue et ethnologie, tu l'expliques, mais c'est vrai que c'est très théorique, mais dans la pratique, comment ça se définit? Parce que c'est vrai que C'est ça. Au c'est pas évident. quotidien, qu'est-ce que tu fais? Ok, alors bon, quand on est docteur en ethnologie, il y a pas beaucoup de voies possibles. La voie la plus classique, c'est de devenir maître de conférence à l'université, d'enseigner l'ethnologie devant des étudiants, et puis, quand c'est possible, d'obtenir des crédits de recherche pour aller travailler sur des thématiques spécifiques chez les Amérindiens ou bien en Nouvelle-Guinée, en Afrique subsaharienne, etc. Bon. Mais en fait, en France, à l'époque où j'ai eu moi ma thèse de doctorat, donc en 1996, c'était déjà très compliqué de rentrer à l'université et il y avait tout un carcan. Donc moi, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix d'aller vers d'autres types de structures et j'ai commencé par travailler dans un centre donc, de prévention des toxicodépendances. Donc spécialisé, on va dire, en alcoolologie et en toxicologie. Et donc là, j'ai mis en avant mes spécificités. J'avais beaucoup travaillé sur la question des préventions des conduites à risque, l'ordalie et les addictions. Et donc j'ai mis en fait cet angle en avant pour pouvoir travailler directement dans des quartiers, voilà, donc, et financés donc, par des crédits d'État. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'un matheux se retrouve à étudier des sociétés, des systèmes de fonctionnement? Comment est-ce que tu es arrivé à bifurquer? Enfin, pourquoi surtout? Tu nous expliquer le comment, mais pourquoi? Oui, je comprends la question. C'est vrai, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Alors, bon, moi, j'ai eu une enfance très difficile. Et en fait, pendant toute mon enfance, on va dire, le point central, ça a été de rêver ma vie. Donc, Rêver de ta vie. voilà, j'ai rêvé ma vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? Ça a été le point central, on va dire, sur les 17 premières années de ma vie. Hein, bon, je ne sais pas si on y reviendra, on peut y revenir, mais j'ai eu une enfance pendant laquelle j'ai manqué de tout, on va dire. Oui, ce serait bien que tu puisses nous expliquer ton parcours
pour que l'audience et même nous, on puisse apprendre à mieux te connaître. Ok. Et donc, puisque j'ai eu le temps de rêver de ma vie, ensuite, quand je suis devenu adulte et quand quand j'ai été en capacité d'être acteur de ma vie, à ce moment-là, je n'ai passé que du temps à réaliser mes rêves. Donc, de l'âge de 17 ans à aujourd'hui, je réalise mes rêves. Mais je peux réaliser mes rêves aussi parce qu'en fait, j'ai eu cette capacité durant l'enfance de rêver ma vie. Je ne l'aurais pas rêvé, j'aurais eu aucun rêve à réaliser. Voilà. Mais C'est une métaphore, mais c'est pour dire que dans ces rêves, il y avait le fait, à un moment donné, de me dire, bon voilà, tu peux devenir matheux, tu peux réussir dans les mathématiques. Et avant de devenir professeur de mathématiques, il fallait d'abord que je passe des diplômes pour ça. Donc tu viens d'un niveau social plutôt compliqué, t'as dit? Oui, Et, oui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus pas de ton favorisable parcours? au départ. Pas favorisable pour faire de longues études. Voilà, donc en fait, moi je suis né en 1962, donc j'appartiens à une génération où c'était pas tellement habituel pour les parents de payer des études à leurs enfants. C'était pas habituel. Et donc, et puis c'était aussi une époque où les femmes étaient pas non plus très autonomes. Hein. À l'époque, c'est l'homme qui gérait le budget, qui donnait ou donnait pas suffisamment d'argent à sa femme pour les courses, etc. Donc on mangeait pas aussi bien que on mange aujourd'hui, par exemple, hein, contrairement à beaucoup de représentations qui peuvent aujourd'hui se donner à lire. Et puis les rapports sociaux étaient très différents entre les parents et les enfants. Donc moi, j'ai grandi dans un milieu où la violence était permanente. Elle était permanente dans le quartier, mais elle était aussi permanente au sein de ma famille. Et donc c'était très difficile pour moi, en fait, d'avoir accès à ce qui aujourd'hui est commun pour tout le monde, en fait. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de difficultés, j'imagine, et pas mal d'étapes que tu as dû faire face, sur lesquelles tu as dû faire face. Bien sûr. Et Bien sûr. sûrement beaucoup de ruptures aussi par rapport à... Bien sûr. Et puis, il y avait un système punitif, par exemple, à l'école primaire, qui était très fort. Très, très fort. Et, au collège, c'était un peu la même chose. Quand vous aviez un défaut d'élocution, par exemple, vous étiez objet d'ostracisme. Aujourd'hui, on prend beaucoup plus de précautions, et les enseignants prennent beaucoup plus de précautions oratoires face aux enfants. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait une grande violence qui s'exerçait. On a tendance un peu à l'oublier, mais c'était très fort. Et moi, par exemple, j'ai eu une professeure, hein, parce qu'on ne peut pas tout raconter en l'espace d'une heure, j'ai eu un professeur en 4e qui m'a dit un jour, Pascal Lorest, vous êtes tellement bête et stupide que vous ne comprendrez jamais rien en mathématiques. C'était fort. Ouais. Bref, contre toute attente, j'obtiens un bac scientifique, je fais des études, je deviens prof, et je suis retourné dans ce collège. Et je suis allé voir ce professeur. Dans la salle des professeurs, je suis allé voir ce professeur et je lui ai dit, Madame, vous n'avez pas le droit de mettre une étiquette sur un élève et de lui ruiner tout espoir de réussite dans la vie. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et aujourd'hui, moi qui viens devant vous, je suis plus diplômé que vous. Et je vous dis que ce que vous faites devant vos élèves, c'est dramatique. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était terrassée. Ouais, une sacrée revanche quand même par rapport Trop bien. Elle était terrassée. On n'a pas le droit de se oui, comporter c'est pas comme normal. ça devant des enfants en plus. Et voilà, donc en fait, et c'est quelque chose que j'ai toujours défendu. Tout à l'heure, j'ai commencé en préambule en disant j'ai rêvé ma vie. Et je sais que les enfants, les adolescents rêvent leur vie. J'ai beaucoup tenté d'aider les adolescents, les enfants, hein, au cours de différentes situations, même les miens, même mes propres enfants. Et j'ai toujours défendu une chose, c'est si tu as des rêves, défends-les, bats-toi pour les réaliser. Ne laisse jamais quelqu'un te détruire
ton rêve? Je vois que tu as aidé beaucoup de personnes, hein, dont Nicolas ici présent. Est-ce que toi, il y a eu une personne, une figure qui t'a aidé, qui t'a donné cette force de rêver et comme tu dis, de rêver ta vie, puis de vivre ce rêve que tu- Non, il n'y a personne qui m'a donné cette force. Je pense que chemin faisant, j'ai vécu ma vie comme ces artisans japonais qui aiguisent leur sabre inlassablement. En fait, pour moi, la vie, c'est ça. On a chacun à aiguiser son sabre pour qu'il soit le plus tranchant possible. Et que lorsque vous avez une situation à vivre, vous soyez capable de trancher comme il faut, avec le geste parfait. Mais un jour, j'ai rencontré dans le même collège, en classe de troisième, un personnage que je peux nommer, je ne sais pas s'il est toujours vivant, c'était Monsieur Sherpin. Monsieur Sherpin était professeur d'histoire-géographie. Et alors qu'il y avait des professeurs avec qui c'était difficile pour moi, dont ce professeur de mathématiques dont je vous ai parlé, eh bien, ce professeur, il m'a dit comme ça, en l'espace de 30 secondes, c'était mon professeur principal, il m'a dit, Pascal, au conseil de classe, il y a eu une décision qui a été prise parce qu'en fait, on m'a mis en seconde, à l'époque, seconde AB. Donc, ce n'était pas une seconde scientifique. Ce qui fait qu'après, il a fallu que je travaille beaucoup en seconde pour pouvoir récupérer une première scientifique. Donc, il m'a dit, voilà, Pascal, la décision au conseil de classe fait que tu vas aller dans cette seconde AB, qui était un peu une seconde dépotoir, on va dire. Il m'a dit, mais toi, tu as quelque chose, tu regardes toujours les gens dans les yeux, droit dans les yeux. Il m'a dit, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui regardent les gens dans les yeux et il y a ceux qui baissent le regard. Et il m'a dit, ne baisse jamais le regard devant qui que ce soit. Et là, ce type, il m'a bluffé. J'avais quoi? J'avais 15 ans. 15 ans, il me dit ça. Il me dit, mais pourquoi me dit-il ça? Et il me dit ça, mais d'une façon tellement authentique, tellement vraie, tellement juste, que tout d'un coup, je comprends. Je comprends que moi qui étais un peu réactif, j'avais tendance un peu comme ça à toujours un peu me bagarrer contre tout le monde. J'étais un peu bagarreur quand j'étais ado. Mais en même temps, ce qu'il me disait, il me disait, mais tu es dans le juste. La vie, c'est ça. Si tu veux construire ta vie, garde ce cap. Ne laisse personne te changer de voie. C'est à toi, et toi seul, qu'il appartient de vivre ce que tu sembles juste de vivre. Et ça m'a guidé pendant très longtemps. Alors, pour reprendre ton parcours, tu as fait beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que, bon, j'ai pas dit aux auditoires, l'auditoire, mais moi, je te connais depuis 30 ans. Ouais. Tu as été mon prof de karaté au tout début. Yes. Et je t'ai toujours connu à entreprendre. Donc, c'est vrai que tu n'avais pas une société comme on peut l'entendre, mais tu as beaucoup entrepris. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette partie-là? Oui, alors pour vivre, j'ai fait plusieurs choses. J'ai été salarié, j'ai donné des cours à l'université aussi. Mais à un moment donné, voilà, je trouvais que le salariat était un carcan un peu difficile en fait à vivre. Et donc j'ai monté un cabinet de consultants. Voilà. Enfin, un cabinet de consultants pour moi en fait. Je travaillais surtout en solo. Ça m'est arrivé de travailler avec des collègues, mais bon, j'ai surtout travaillé en solo. Et ça m'a permis en fait de rencontrer et de croiser des univers très différents du mien. Et ça m'a toujours passionné, quoi. Ça, c'était passionnant. Consultant en ethnologie? En ethnologie, sociologie, et je travaillais beaucoup, par exemple, dans des quartiers qu'on dit difficiles, donc des quartiers avec des populations indésirables, sur lesquels on plaque beaucoup de représentations sociales dominantes qui ne sont pas toujours justes. Et donc, mon but, c'était de contribuer à l'élaboration de stratégies éducatives ou de stratégies de prévention. Mais toujours en collaboration avec les personnes de ces territoires. Voilà. Bon, ça, par exemple. Après, j'ai été dans des endroits très différents. Je suis intervenu également en milieu carcéral, par exemple. Bon, voilà, pour
comment dire, donner quelques idées. Ça m'a toujours intéressé d'aller dans des endroits que je ne connaissais pas et de découvrir les manières de vivre, les manières de fonctionner. Et je pense aussi que tu as toujours voulu aider d'autres personnes. Est-ce que tu peux dire que le fait que toi, tu aies eu à souffrir, enfin, que les choses n'aient pas été faciles pour toi, quelque part, ça a nourri chez toi une sorte de compassion ou d'empathie, un désir d'aider les autres? Oui, alors, euh, tout ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, oui, tu as utilisé le mot souffrir, hein, le verbe souffrir. Oui, bien sûr, il y avait de la souffrance. Moi, je pense qu'il y avait de la souffrance quand j'étais enfant et puis au début de l'adolescence. Mais tout ça, en fait, cette souffrance, en fait, c'est un moteur. Mhm. C'est un moteur. Et tout dépend, en fait, comment tu la travailles, comment tu la traites. Parce que dans la souffrance, il y a beaucoup d'énergie. Mais qu'est-ce que tu en fais de cette énergie? C'est comme la peur. La peur, en fait, les gens disent souvent dans la pratique sportive, oui, la peur, ça me sidère. Mais la peur, c'est une chance. Quand on a peur, il suffit juste de se concentrer, de respirer correctement. Et cette peur, c'est une énergie qu'on va transformer et qu'on va pouvoir utiliser pour être encore plus performant et pour se sublimer. La souffrance, c'est la même chose. Ce qu'il faut, c'est faire de cette souffrance quelque chose qui nous permette d'aller plus loin dans l'amour. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est l'amour. L'amour pour celui ou celle avec qui on vit, pour ses enfants, pour ses parents, pour les gens qui nous environnent. Et oui, donc chaque fois que j'ai pu aider des gens, je l'ai fait. Je l'ai fait, bien sûr, il y avait de la compassion, mais je l'ai fait parce que c'est naturel. Aider les gens, c'est naturel, si on peut le faire. Pour toi, Pour je moi, pense c'est que naturel. ça émane de ce que tu as vécu, mais je veux juste rebondir sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Je sais que Mac Murdock, il parlait, lui, de la colère. Il disait que la colère, c'est une énergie qu'il faut juste savoir rediriger pour qu'elle nous propulse. Au C'est lieu ça. d'utiliser cette colère pour nous laisser nous détruire ou détruire les gens, on doit la transformer pour qu'elle nous propulse, au fait. Exactement. Mais la colère, si on la transforme pas, elle nous détruit. C'est ça. Elle nous détruit. Donc, faut pas se laisser envahir par la Ouais. colère. C'est comme dans Star Wars. C'est comme le côté sombre de la Côté force. obscur de la Côté force. obscur de Je la pense que force. c'est comme tout. Comme tu dis, la douleur se transforme en amour. Je pense que la colère se transforme en motivation et en force. Toujours, on voit le côté négatif des choses. Mais si on regarde bien, ça se transforme en force. Et c'est tout l'enjeu de ce podcast de Survivors où on aime bien mettre en lumière pas vraiment les échecs ou pas vraiment les points négatifs, mais surtout comment les personnes héroïnes comme toi ont pu les transformer pour ensuite devenir des acteurs de société ou de meilleures personnes, quoi. Et ce qui est intéressant, moi je voudrais rebondir là-dessus, justement, sur le côté entrepreneur et sur ton expertise de sociologue, d'ethnologue, pardon, justement ce changement de la société et sur le fait d'entreprendre. C'est vrai qu'avec le Covid, ça a beaucoup chamboulé plein de choses. Ça, c'est indéniable. Est-ce que on dit souvent aussi que les jeunes veulent pas entreprendre, sont feignants, plein de choses émanant de ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, par rapport à ça? Non, moi je pense que le côté entreprise, c'est quelque chose de très fort, peut-être encore plus fort dans notre société aujourd'hui chez les jeunes que ça l'était à mon époque. Et je vois mes propres enfants, ils entreprennent, pas en France par contre, oui, ils entreprennent à l'étranger, quoi. Donc mes deux fils sont à l'étranger pour des raisons différentes. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est quand même dur d'entreprendre. C'est-à-dire que, bon, il y a plusieurs choses. Premièrement, en France, gagner de l'argent, c'est un péché. Donc, si on gagne de l'argent, il y a toujours une suspicion. Il y a toujours le fait que, bon, voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est de bonne manière ou pas? Voilà. Et puis, il y a toujours enfin, il y a le fait que si on entreprend, ça n'est possible que parce que en fait, on vient d'une famille qui a des moyens ou parce qu'en fait, on a un réseau, etc. En fait, non, entreprendre, c'est donné à tout le monde.
Évidemment, si on part de rien, ça va être plus compliqué, mais c'est possible. Après, c'est vrai qu'en France, bon, il y a quand même beaucoup de freins. Il y a beaucoup de freins quand même pour faire sa voix et puis pour vivre correctement de l'entreprise qu'on élabore, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, je pense que ça a changé un petit peu. Maintenant, je pense que pour être auto-entrepreneur, c'est assez accessible. Mais dès que tu veux dépasser un certain seuil, là, tu te rends compte du plafond de verre. Parce que surtout quand tu veux commencer à embaucher, là, tu te rends compte de toutes les charges que ça représente. C'est comme si on te dit, tu peux avancer, mais pas plus que ça Oui, en oui. France. Il y a Oui. vraiment ce... Ouais, tout est Voilà. fait pour. Ton En tout cas, auto-entreprise, beaucoup tu de choses peux sont la faites pour monter ça. rapidement parce que, OK, c'est pas grave, voilà, tu gagnes. En gros, pour moi, un auto-entrepreneur, c'est un salarié libre. C'est ça. Et C'est un peu ça. après, quand tu veux commencer à devenir une entreprise, là, tu te rends compte de toutes les charges. Tu vas embaucher quelqu'un, Mm. limite, en train de te dire, tu veux faire couler ta boîte en embauchant cette personne. Et c'est dommage parce que s'il n'y avait pas ça, je pense que beaucoup plus de personnes auraient entrepris, beaucoup moins de personnes seraient parties à l'étranger et l'économie s'en porterait beaucoup mieux, quoi. Tu aurais des conseils justement à donner à des jeunes qui voudraient entreprendre, qui voudraient justement aller au-delà de ce que souvent on se dit, bon, on est d'une classe sociale bas, on va dire que tout est fait pour ne pas avancer et ne pas progresser. Tu aurais des conseils pour aller au-delà? Bah bon, déjà, effectivement, comme tu disais, c'est pas très compliqué aujourd'hui en France d'être auto-entrepreneur. Donc, on peut commencer par là. Ensuite, je pense que c'est important de savoir s'entourer. C'est important de bien choisir, par exemple, son comptable. Ah oui. C'est Comptable, important avocat. oui, c'est important d'avoir un comptable qui puisse vous donner des lignes de force pour le développement de la société. C'est important d'aller voir aussi, d'aller à la rencontre de personnes qui sont sur le même champ d'activité. Et puis de voir comment elles fonctionnent, de les interroger. C'est vrai que dans ce sens-là, moi, j'ai beaucoup aidé des jeunes sociologues ou ethnologues qui voulaient monter leur propre cabinet, où je les ai aidés dans le cadre de mes collections chez l'éditeur L'Harmattan à Paris. Je les ai aidés à publier. Donc des publications qui ensuite leur permettent de pouvoir accéder à l'université, par exemple, ou à des grandes écoles, ou à des secteurs particuliers en fonction des thématiques qu'ils développaient. Mais de manière générale, je pense que quand on veut entreprendre, mais quand on veut bien vivre, quand on veut vivre bien, il ne faut pas se ménager. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est difficile de dire, voilà, moi je travaille 7 heures par jour, ou 9 heures, ou 10 heures par jour. Quand on est dans un esprit d'entreprise, on y est 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire que 24 heures sur 24, on travaille comme un forcené. Mais ça veut dire qu'on est habité par un projet. On est habité par une tendance. On est habité par quelque chose qui nous dépasse complètement. Et si on entreprend et qu'on n'est pas habité de cette manière-là, ça va être beaucoup plus compliqué. Surtout que quand on entreprend, on n'est pas assuré du résultat. On n'est jamais assuré d'un résultat, contrairement à ce qui se passe pour un salarié. Et ce n'est pas critiquer le salarié, mais un salarié, voilà, il sait à quelle heure il commence le matin, il sait à quelle heure il finit l'après-midi ou le soir, et il n'a pas trop à se préoccuper des lignes comptables. Voilà. Clairement. Bon. Ça me donne envie de t'en as parlé, mais pour que ce soit plus concret. J'ai d'abord rêvé et ensuite j'ai vécu mon rêve. Je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui nous regardent, qui elles aussi ont envie de rêver ou ont déjà des rêves, mais elles ne savent pas comment transformer ces rêves-là en leur réalité. Est-ce que tu peux nous donner des pas pratiques? Comment toi tu as fait
peut-être nous parler d'un rêve en particulier, comment tu l'as rêvé, comment est-ce que tu as fait pour que ce rêve devienne ta vie, quoi. Enfin, Oui, mais alors c'est compliqué parce que j'ai quand même on va dire, compte tenu de mon âge, une épaisseur de vie qui rend difficile de revenir comme ça à la mesure, au centimètre. Mais bon, par exemple, quand j'étais enfant, j'ai vu une série télévisée qui s'appelait Kung Fu avec David Carradine. Beaucoup ont vu cette série dans ma génération. Et je me suis toujours dit, bon, un jour, je ferai des arts martiaux. Je ferai du Kung Fu ou du karaté. Bon. Et puis, il se trouve que j'étais déjà âgé. Même si j'ai fait du judo, j'avais 5 ans, j'ai fait beaucoup de sport. Bon. Mais à l'âge de 28 ans, donc, j'étais donc professeur de mathématiques et ma femme donc avait fini ses études que j'avais financées. Et donc, je lui ai dit, écoute, là, maintenant, voilà, j'ai 28 ans, ça fait 3 ans que tu fais tes études, là, tu vas prendre un job, ce serait bien que je puisse réaliser des choses que je n'ai pas pu faire avant. Et comme elle est géniale, ma femme, eh bien, elle m'a dit, il y a aucun problème. Et donc, j'ai dit, écoute, voilà, j'ai 2 idées, ou bien je vais faire du kung-fu à Cambronne, à Paris, ou alors je vais à Chartres faire du karaté, parce qu'à Chartres, je sais qu'il y a un maître, Kamura Sensei, et je l'ai vu pratiquer, et dès que je l'ai vu, ça a été une révélation pour moi. Donc à l'époque, on vivait dans l'est de la France, hein, en Haute-Marne. J'avais un poste là-bas. Et donc, elle m'a dit, bah ok. Donc, elle a postulé pour avoir un poste, elle, à Chartres, travaille en pédopsychiatrie. Donc, voilà, elle obtient ce poste. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je commence le karaté. Donc, moi, j'ai démissionné de mon poste de professeur et j'ai fait du karaté 15 heures par semaine. waouh. Et le reste du temps, je faisais 3 semi-marathons, puisqu'à l'époque, j'étais marathonien. Donc, 3 semi-marathons par semaine et 15 heures de karaté. J'ai vécu karaté, karaté, karaté pendant 1 an et demi. J'ai fait que ça. Et avec ce professeur, qui est toujours mon sensei aujourd'hui, donc il a bientôt 74 ans, c'est toujours mon sensei, je m'entraîne toujours avec lui. Je vais au bout du monde pour le rencontrer, puisqu'il est là maintenant, il est revenu en France, mais il était à Nagasaki là, pendant 8 ans. Donc j'allais à Nagasaki pour m'entraîner avec lui. Voilà, donc j'ai commencé le karaté en 1990 avec lui. Et je me suis entraîné. Et c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et depuis 35 ans, je suis habité par le karaté, par les arts martiaux, et je pratique. Voilà. Et concrètement, je suis un tout petit gars. Je suis 1m73, je suis 73 kilos, je suis tout petit, je paye pas de mine, comme on dit. Et voilà, c'est pas parce que je suis pas large d'épaule et que je suis pas grand que je peux pas me permettre de devenir ce que je voulais être quand j'étais gamin. Donc j'étais intéressé par les arts martiaux, j'ai fait des arts martiaux sans savoir jusqu'où j'irais. Voilà, et bon, il se trouve qu'ensuite j'ai continué et que j'ai passé tous les grades, etc. Donc, en gros, il faut passer à l'action, quoi. Exactement. C'est vraiment ça, et se donner à fond, et puis ça ouvre d'autres portes. Bon, en tout Jour cas, après jour. On a bien compris que la procrastination, c'était pas trop ton truc. En tout cas, Ah non, moi je suis dans la projection. voilà. Mais est-ce que tu peux nous parler aussi des difficultés que tu as pu rencontrer? Parce que j'imagine que tu en as eu un peu. Des Beaucoup. difficultés, oui, bien sûr, mais des difficultés, il y en a tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et des échecs, on en a en permanence. Mais c'est grâce aux échecs qu'on se construit. Parce qu'ils nous permettent de nous remettre toujours sur la voie. Par exemple, quand j'étais prof, à un moment donné, j'ai repris un poste après, hein, quand je suis arrivé à Chartres. Après, j'ai repris un poste parce qu'il faut bien vivre, etc. Donc, et puis, il s'est passé un truc dans ma vie. Avec ma femme, on a perdu notre premier fils. Voilà, donc il est mort à la naissance et tout. Ça a été dramatique pour nous. Ça a été quelque chose
d'impitoyable dans notre parcours. Et là, j'ai dit à ma femme, bon, écoute, je vais sécuriser un peu le parcours de vie parce que moi, je vivais le moment présent. C'est-à-dire que même si je me projetais, même si je faisais en sorte d'être autonome, de gagner ma vie, etc., il y avait des choses que je voulais réaliser. À l'époque, j'écrivais également tous les jours. J'ai écrit à peu près 45 livres à ce jour. Et j'ai commencé à écrire en 1982. Donc, tous les jours aussi, j'écrivais, etc. Et donc, j'avais un peu un itinéraire bohème, on va dire. Hein, mais en même temps, je faisais en sorte de gagner ma vie et que les choses soient pensables dans le quotidien. Mais pour ma femme, c'était pas simple parce que j'étais pas non plus fonctionnaire quand j'étais professeur de mathématiques. Et donc, je lui ai dit, écoute, je vais faire un effort, je vais passer le concours pour devenir professeur, pour être titulaire. Et là, entre le décès de ce fils et puis donc la préparation au concours, parce que moi, à l'époque, j'avais presque 30 ans, donc j'avais 30 ans. Donc, préparer le concours avec des jeunes qui, eux, ont 22 ans. À l'époque, ils avaient 22 ans. Moi, j'en avais 30. Et puis moi, j'avais arrêté vraiment de faire des maths depuis un moment déjà, hein, à l'université. Donc, j'étais en concurrence avec des jeunes. C'était difficile. Et j'ai échoué au CAPES. Mais en échouant, ça a été fabuleux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les maths, c'était bien pour moi, pour gagner ma vie, mais pas pour construire ma vie à venir. Et je me suis dit qu'il fallait que je reprenne ce que j'avais laissé aussi en plan. J'avais laissé en plan donc, la sociologie et l'ethnologie. Donc, parce que bon, j'avais l'équivalent d'un bac plus 5, puisqu'à l'époque c'était un peu différent, c'était pas tout à fait les mêmes diplômes, il y avait maîtrise, DEA, etc. Et donc là, je me suis dit, non Pascal, il faut que tu reprennes les choses là où tu les as arrêtées et que tu reprennes ce qui est essentiel pour toi. Et j'ai repris l'ethnologie, j'ai fait une thèse de doctorat et j'ai obtenu mon doctorat. J'aurais jamais fait de doctorat si j'avais réussi le CAPES de maths. J'aurais réussi le CAPES de maths, j'aurais été prof, et je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Ouais, en fait, ta vie aurait été tout autre. Mais bien sûr. Tu aurais été peut-être encore prof aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, je salue cet échec. Cet échec, il était salutaire. Et le décès de ce fils a été salutaire aussi, parce qu'ensuite, ça m'a fait prendre conscience de choses éminemment importantes qui m'ont guidé pour l'éducation des 2 enfants que j'ai eus après. Comme quoi ? La vie, c'est miraculeux. Et un enfant, c'est miraculeux. Il nécessite tous les soins du monde. Et tous mes projets, moi, tous mes rêves, aussi importants étaient-ils pour moi, ils étaient inférieurs à ce que nécessitaient mes enfants. Et donc, j'avais aussi à diriger une énergie essentielle vers eux. Et j'ai mis en stand-by à un moment donné certaines choses. Je veux dire, pour être avec eux, j'ai arrêté, par exemple, d'enseigner le karaté. Pendant 4 ans, j'ai arrêté le karaté. Donc entre 2005 et 2009, j'ai arrêté le karaté. Et pour être avec mes fils, je les emmenais faire de la voile. On a fait de la voile. Tous les week-ends, moi je rentrais, parce que je travaillais loin, je rentrais le vendredi soir, samedi, dimanche, je les emmenais, on faisait de la voile. Donc, et pendant tout le week-end, en fait, ils apprenaient toutes les techniques de navigation. Et on a fait de la voile pendant 4 ans. Et un jour, mon petit, que tu connais, Guillaume, il m'a dit, papa, j'aimerais bien recommencer le karaté. Et donc, on a repris ensemble. Et là, moi, j'ai eu le pied à l'étrier. Je pensais que j'étais trop vieux et que c'était fini. Et là, je suis reparti comme si j'avais 25 ans dans ma tête, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui veulent entreprendre, qui ne savent pas faire, des astuces, des choses actionnables que tu pourrais éventuellement mettre en avant ? Déjà, il faut avoir un projet pour entreprendre. On entreprend, quel que soit le domaine,
Que ça soit de la boulangerie, que ça soit de l'artisanat, que ça soit de la sociologie ou que ça soit la peinture en bâtiment. Il faut déjà avoir un projet. On ne devient pas entrepreneur comme ça, à partir de rien. Tu penses qu'on le devient ou tu penses que c'est Inné. ou c'est né, ou tu l'as vraiment en toi? Je pense qu'on a d'abord un talent. Ouais. Mais le talent, parfois, on ne sait pas qu'on l'a. Donc, il faut le découvrir. Au début, parfois, on a une idée. On dit, j'aime bien, je dis n'importe quoi, j'aime bien la boulangerie. OK. Mais est-ce que j'ai du talent ou pas? Parce que si je n'ai pas de talent, de toute façon, je peux devenir entrepreneur. Ça ne va pas marcher. Il faut du talent. Et le talent, en fait, tu vas le découvrir. Et puis, comme tout à l'heure je disais, je ne crois pas qu'on puisse réussir seul. On réussit parce qu'on est, dans un environnement où d'autres aussi peuvent nous soutenir, nous aider, nous guider, et parce qu'aussi on requiert cette aide. Parce que ça, c'est important aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent réussir seuls contre la planète entière. Ce n'est pas vrai. Non. On réussit aussi parce qu'on est capable de requérir le soutien des autres. Tout comme si tu aimes quelqu'un, mais que tu n'as pas d'amour en retour, tu vas te flétrir. Tu vas t'appauvrir. Si tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas, tu t'appauvris, tu te flétris. Donc il faut qu'il y ait l'amour en retour. Il faut que ça soit réciproque. Et c'est pareil quand on entreprend, il faut que la personne qui entreprenne ait autour d'elle des gens qui puissent l'aider. Mais il faut aussi que toi, tu puisses requérir l'aide des autres. Et puis quand on entreprend, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc il faut faire les choses les unes après les autres. On commence déjà par poser aujourd'hui un objectif. Et on se dit, voilà, déjà, je vais monter, par exemple, mon auto-entreprise. Voilà. Ça, c'est pas compliqué. Je vais sur Internet, quelques clics, tac, tac, tac. Ensuite, une fois que j'arrive à avoir des contrats, mettons en sociologie, j'ai des chantiers, j'interviens dans des écoles du travail social, il y a des associations qui me demandent d'intervenir. OK, bon, là, je gagne de l'argent. OK. Mais il faut que j'anticipe l'étape à venir. Est-ce que je monte une SARL, une SA, une SAS, etc. Voilà, qu'est-ce que je vais faire derrière? Mais si je fais ça, j'ai besoin, comme on disait, d'un comptable. Mais d'abord, c'est quoi la comptabilité? Je ne vais pas confier à quelqu'un quelque chose que je ne comprends pas moi-même. Si moi-même, je ne comprends pas la comptabilité, si je ne sais pas ce que l'autre a à faire, et si je ne lui demande pas des choses, et si je ne lui demande pas des comptes à ce comptable, où est-ce qu'il m'emmène? Il m'emmène où il veut. Donc, c'est à toi aussi de garantir ton propre cadre. Construis ton cadre. Tu veux devenir un entrepreneur? OK, mais construis d'abord aussi ton cadre. C'est toi qui construis ton cadre. Personne n'est responsable de ça. Parce que j'entends aussi des entrepreneurs dire oui, c'est dur, etc. La vie est difficile. Oui, mais qu'est-ce que tu fais toi aussi pour cadrer ton champ d'activité? Qu'est-ce que tu fais vraiment pour te projeter et pour te projeter aussi en fonction de ce que ta clientèle a besoin? Qu'est-ce que ton public recherche? Est-ce que tu es attentif à ça ou pas? Est-ce que tu es attentif à la demande ou pas? Parce que si tu es enfermé simplement dans ton univers, dans ton monde, et que tu n'es pas en phase avec les autres, tu ne peux pas réussir. Parce que, Ouais, en gros, tu es en train de dire qu'il faut être à l'écoute de ton audience, bien sûr, à qui tu t'adresses, et pas de faire les choses de ton côté en pensant que c'est la vérité. c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est important d'avoir aussi quelqu'un qui te mette des claques de temps en temps. Voilà, je pense à Kamora Sensei, mon professeur qui, là, je viens de passer le 6e Dan. Et donc, il y avait plusieurs étapes. Je me rappelle notamment d'une Est-ce que tu peux réexpliquer juste un petit peu, parce que en fait, 6e Dan, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Moi, je le sais, mais est-ce que tu peux expliquer un peu ce que ça représente comme niveau, un 6e Dan? Oui, alors bon, donc quand on fait du karaté, lorsque on a plusieurs années de pratique intensive, on peut obtenir le premier dan. Premier dan, c'est ceinture noire.
Donc, ceinture noire, c'est le bas de la pyramide. Ensuite, il y a le deuxième dan. Donc, il faut autant de temps pour être ceinture noire, premier dan, qu'il en faut pour devenir ceinture noire, deuxième dan. Et plus on monte, de deuxième à troisième, troisième à quatrième, quatrième à cinquième, cinquième à sixième, plus c'est dur, plus c'est exigeant, ce qu'on exige de toi est intense. Oui, c'est pas parce que là tu expliques ça en cumul d'années, mais c'est pas ta 2 ans de pratique de plus et tu repasses au deuxième. Non, Il faut passer c'est ça. Il y a des devant des épreuves, il C'est faut ça. passer devant un jury. Voilà, C'est entre le troisième dan et le quatrième dan, il faut attendre 4 ans quand on a réussi. Entre le quatrième et le cinquième, il faut attendre 4 ans. Entre le cinquième et le sixième, il faut attendre 6 ans. Bah, dis donc, Et entre c'est six- une carrière. et entre le C'est sixième un et le total de quoi, septième, 20 faut 7 ans ans. Ouais, il faut pas mais oui. commencer à 80 ans quoi. Ouais, Sinon, c'est Ah, mal oui, barré. Il faut être patient et endurant. Hein, C'est ça. Parce que C'est ça. 4 ans pour passer de grade. Ouais. Oui, oui. Donc là, pour mon prochain grade, il faut que j'attende 7 ans. Donc ça veut dire que Pour si me tu présenter. ne fais pas de pratique pendant 6 ans, on va dire, tu peux pas reprendre comme ça. Ah bah, moi, je m'entraîne entre 10 et 12 heures toutes les semaines depuis 35 ans. Mais tu es rémunéré pour ça? Alors, là, les dernières années, j'ai vécu comme professionnel dans le karaté. D'accord. Donc, mais c'est assez rare. Ce qui est quand même assez rare. Hein. Ouais, c'est rare. Parce que c'est rare d'être vivre, professionnel. Ouais. vivre du karaté, c'est quand même très Oui, rare. c'est très, surtout très en France. difficile. Et alors, juste une petite chose. Donc, mon professeur Kamura Sensei est 10e dan, ce qui est exceptionnel. Il est 10e dan, c'est le numéro 1 mondial. Il y en a un dans le monde. Ensuite, il y a un 9e dan, Denis Kaisei, qui est britannique. Ensuite, il y a un 8e dan, Takayama Sensei, qui est donc japonais. Et après, il y a 4, je crois qu'il y a 4 ou 5 7e dan dans le monde. Donc c'est très peu. C'est très peu. Et donc après, il y a les 6e dan. Donc oui, là, en fait, on va dire globalement, quand on arrive 6e dan, on arrive dans le top 10 mondial. Et toi, Dans tu l'école. es? 6e dan. Bravo. Donc j'arrive dans le top 10 mondial. Ouais, bravo, c'est vrai que c'est une belle évolution. Oui, c'est beau. Parce que, pour rappel, moi, je t'ai connu, je crois que tu étais ceinture marron. Quand j'avais commencé c'est avec quel toi, dan? tu passais ta noire. Peut-être. Mais C'était quel dan, ça? ah bah, à c'était l'époque avant le que tu premier l'as dan. C'est avant la noire. Ah Avant, c'est ouais. marron. Ouais, c'est-à-dire Et que j'ai commencé à enseigner le karaté avant d'être ceinture noire. Mais c'était concomitant, je crois. Oui, Hein, c'était c'était vraiment concomitant, ouais. c'était un entre-deux. Oui, c'était un entre-deux. Mais quand on s'entraînait avec Nicolas, Il avait quel âge? bah, il avait 13-14 J'avais ans. 13 ans. J'organisais des stages de karaté sur une semaine. Mais c'était un grand Et malade. c'était 8 heures par jour d'entraînement. Donc, on se levait, on allait sur tu te rappelles, la base de loisirs de Luisan, on faisait 10 km en courant. Ensuite, on enchaînait sur des pompes, des abdos. Après, on faisait des katas, des bunkai. Ensuite, on faisait du combat. Et on faisait 8 heures Mais par jour. c'est vrai que j'en rigole. C'est vrai qu'on peut dire que c'était un grand malade. De toute façon, Pascal, c'est un grand malade. C'est gentil, hein, évidemment. Mais je pense que c'est au-delà de la partie physique, c'est aussi la partie mentale. L'avantage d'avoir fait ça, c'est que ça a travaillé beaucoup le renforcement mental. On parle beaucoup de renforcement musculaire, mais très peu finalement de renforcement mental. Et je pense que ça y joue aussi beaucoup. Et justement, ce genre d'exercice de faire 8 heures de karaté pendant je ne sais pas combien de temps, je ne sais plus. On faisait 5 jours. Pendant On faisait 5 jours, on faisait 40 heures. Il y en a qui travaillent Tu 40 heures maigrissais. par semaine et nous, on faisait 40 heures d'entraînement. 8 heures par jour, tu maigrissais en une semaine. Alors, c'était pas. Non, t'imagines qu'à 13 ans. Non, mais il était super costaud. Voilà, J'avais des élèves qui étaient Ah vraiment, oui, bah après, le dans le naturel. qualitatif. Toi, tu étais excellentissime. Oh très, là très bon. là. C'est un très, très bon combattant Oh. encore aujourd'hui. Mais c'est Ok. surtout que. Non, Ouais. c'était dans le froid, c'était les pompes sur les poings, c'était Oui. dans des conditions. Je crois qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs encore qui fassent ce genre de choses, Non. malheureusement. Mais. Et puis moi, j'étais investi. J'étais jeune à l'époque. Hein. J'avais une trentaine d'années. J'étais investi totalement. Ouais, c'est ça, c'était un investissement total. Mais moi, j'ai une question pour toi, Nicolas. Tu me l'as présenté comme ton mentor. Pourquoi?
Qu'est-ce qui fait de lui ton mentor? Est-ce que tu Alors peux attends, parler normalement, petit c'est un peu? podcast dédié pour Pascal. Ouais, mais bon, c'est bien de savoir un petit peu. Enfin, ça permet de mieux le connaître au Écoute, travers de tes yeux. c'est vrai qu'on a fait notre présentation, on avait parlé d'échanger sur nos parcours. Pascal, c'est mon mentor. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au-delà de la partie karaté, c'est humainement quelqu'un justement qui aide beaucoup les gens et qui a beaucoup mis d'énergie et de volonté à faire en sorte que notre groupe, quand on avait commencé, de nous faire évoluer. Mais pas nous faire évoluer forcément de manière sportive, mais aussi de nous faire évoluer au niveau social. On était tous justement de niveau social un peu très bas. Donc son objectif aussi, c'était justement de nous faire évoluer et nous faire grandir. Et comme il disait tout à l'heure, justement de faire en sorte que nos rêves se réalisent. Et peu importe les rêves qu'on pouvait avoir. Et j'ai 2 grandes fiertés dans ma vie. C'est Steed et toi. Oh, c'est beau. Ouais, Non, alors c'est Steve, vrai. c'est un ami avec qui justement j'ai commencé en même temps. Voilà. Et tous les deux, en fait, ils ont tracé leur voie en affinant leur projet. Et en fait, ils n'ont jamais abandonné leurs rêves. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. C'est magnifique. C'est vrai. Et si on doit reprendre ton actualité, parce que c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses, tu as moins parlé justement du côté auteur, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que justement il y a une actualité de ce côté-là aujourd'hui? 45 livres quand même. Hein. Oui, oui. Donc, oui, j'ai un projet là, qui va bientôt sortir normalement. Je publie en général un livre tous les ans. Toujours sur l'ethnologie? Non, alors, il y a des Ou des thématiques. romans? Alors, il y a des romans, il y a eu de la poésie, il y a eu ce qu'on appelle du livre photographique. Donc là, récemment, c'est ce que je fais. Donc, j'assure les photos et les textes. Donc là, souvent sur la région de Chartres. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. J'ai fait un livre sur le Perche, donc ce qu'on appelle du beau livre. Donc, Oui, c'est un livre esthétique. c'est ça, voilà. Pour de la découverte. C'est ça. Et puis, j'ai commencé sur ce champ avec un autre pratiquant d'arts martiaux, Hervé Tarieux. On a fait 2 livres ensemble, un livre sur la ville de Chartres et puis un autre sur des artistes euréliens. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça marche parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent et qui sont comme moi, qui souhaitent écrire un livre. Ouais. Tu en sors un chaque année. C'est quoi Voilà. la discipline? Enfin, comment tu fais Et ça, j'ai eu à quoi? peu près 15 éditeurs différents. Ouais, mais comment tu fais pour sortir un livre par an avec tout ce que tu fais à côté? Eh ben, je me mets à mon bureau et j'écris. Donc, c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. C'est OK, j'ai un livre à sortir. Tu te poses à ton bureau pendant combien de temps? Enfin, c'est quoi le process? Parce que moi, j'ai vu, il fallait écrire les titres des chapitres, le squelette, et puis ensuite, tu remplis les trous. Je sais qu'il y avait Oui. quelqu'un d'autre, elle faisait ça de 5h à 7h parce que ton inspiration est plus élevée. Enfin, c'est quoi ta stratégie ou ta façon de faire? Parce qu'un livre par an, quoi. C'est... Ouais, puis surtout trouver le thème et puis se dire qu'est-ce que je fais de cette ouais, année, enfin, l'année comment prochaine, ça l'année marche? suivante. Alors, on rejoint d'ailleurs le côté entreprise. Quand vous travaillez beaucoup, vous travaillez avec le temps beaucoup plus vite. Les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et en fait, il y a des problèmes qui ne se posent plus. Quand j'entends parler de la panne, de la feuille blanche, etc., De l'écrivain, ouais. ça, Ah oui. ça La panne de n'existe l'écrivain. pas. C'est une hérésie. C'est du mythe. Ça n'existe pas. Ah bon? Ça n'existe Vraiment? Bah, pour celui qui écrit, ça n'existe pas. Je crois que même Stephen King. Bah oui, parce qu'ils Non. le disent Connu, tous, non, que non, moi, la j'y crois plume, pas. ça vient. Non, attends. non, mais moi, j'y crois pas. Ah, peut-être il peut y avoir une phase un peu méditative durant laquelle, en fait, il y a le projet qui se met en route. Donc, que ce C'est soit la un gestation, roman, quoi. c'est la gestation, exactement, c'est la gestation. Mais une fois que les choses se sont mises en place, et souvent elles se mettent en place. Moi, longtemps, j'ai couru, j'étais marathonien, j'écrivais en fait en courant. C'est-à-dire, je courais à peu près 10, 15 km par jour. Je me levais le matin, je faisais 10 km minimum. Et ensuite, quand j'avais un temps dans la journée, je me mettais
à écrire. Et en fait, ce que j'avais écrit dans ma tête le matin, j'avais juste à le mettre par écrit l'après-midi Mais ou tu le vois, soir. là, tu avais une stratégie quand même. Ah C'est que bah tu avais un oui. moment de réflexion, tu faisais quelque chose qui t'aidait à te détendre, Ouais. et ensuite tu l'écrivais. Mais je veux revenir sur ce qu'on disait, parce Mais que excuse-moi, mais la stratégie, ça c'est très très important. Sans stratégie, on fait rien. voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta stratégie? Bah, en fait, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait écrire un livre? bah déjà, il faut écrire un livre, c'est quelque chose qui est impératif, c'est-à-dire c'est impérieux pour soi. C'est-à-dire, est-ce que pour moi, écrire, c'est nécessaire ou pas? Pour moi, c'est nécessaire. Pour moi, l'écriture, c'est en rapport avec l'introspection. Et déjà, est-ce qu'on est capable d'être dans l'introspection? C'est ce qu'on fait là. Là, on discute. Je veux dire, vous m'avez invité en fait à entrer dans une géographie intérieure, à être en rapport avec mon intériorité. Est-ce que je suis capable déjà de ça ou pas? Donc quand on écrit, on doit voyager à l'intérieur de soi-même. Et à l'intérieur de soi-même, c'est son esprit, mais c'est aussi son corps. Parce que si votre corps il n'est pas paisible, si je n'ai pas la paix intérieure pour écrire, je ne vais pas pouvoir rester 3 heures d'affilée. Moi, en fait, en général, mon problème, c'est pas de commencer à écrire, c'est d'arrêter. C'est-à-dire, en fait, se dire, bon, arrête, là, tu as écrit 3 heures, il faut que tu arrêtes, et tu reprendras demain. Oui, mais toi, tu es conçu comme ça, tu es, une machine. Bah oui, Et parce que d'autres n'ont pas forcément les mêmes aptitudes que toi. Mais moi, je peux parler que pour moi. Bien sûr. Après, Non, mais je pense que par rapport à ce que Tocine disait, c'est que vu qu'on est tous différents, Oui. est-ce que tu as des recommandations sur justement D'abord, ce que je dirais, c'est écrire, c'est pas forcément un super truc, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de lecteurs. Donc déjà, ce qu'il faut savoir pour celui qui veut écrire, ça, c'est important, Oui, c'est sûr. c'est pas la meilleure façon de gagner de l'argent. Ça, c'est la première chose. ouais. Deuxièmement, c'est très difficile de trouver un éditeur. Donc, il faut vraiment être attentif. Amazon. Faut vraiment être attentif. Voilà. Non, mais Amazon. Oui. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, et puis, il y aura pas la diffusion. Ça, c'est quand même hyper important. Donc, il faut avoir un bon diffuseur. Donc, il faut trouver un bon éditeur. Et puis ensuite, c'est pourquoi j'écris. Et si, en fait, je suis passionné, alors, je vais peut-être pouvoir mettre sur le papier, trouver une forme pour pouvoir communiquer à des gens qui seront intéressés ce que j'ai à communiquer. Donc ensuite, moi, j'ai un travail à faire sur la forme. Donc écrire, c'est pas tellement compliqué d'écrire. Ce qui est compliqué, c'est d'aller performer une forme qui soit quelque chose de suffisamment élaboré, suffisamment harmonieux pour que ça soit plaisant aussi pour l'autre. Et dans l'acte d'écrire, il y a aussi cette question de communication et j'ai envie de dire d'amour. Faut aimer son public. Donc, en gros, si je dois récapituler, numéro 1, il faut être dans un état de calme. C'est comme ça que l'inspiration va couler. Et quelque part, il faut se discipliner. Il faut que tous les jours, tu te fixes un temps pour écrire. Oui. Et plus tu écris, moins tu auras besoin d'attendre que l'inspiration arrive. Bien sûr. Plus l'inspiration pourra être commandée, en gros. Mais quand même, au début, est-ce qu'il n'y avait pas des moments où tu avais des pannes, où tu ne savais pas? Parce que moi, j'ai créé beaucoup de vidéos où j'enseignais l'anglais. Et je sais que parfois, j'avais des inspirations, je criais des scénarios. Et parfois, j'étais là et il n'y avait rien. Oui, non, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai aucun problème pour écrire, et depuis un moment, déjà depuis longtemps. Mais oui, au début où j'ai commencé à écrire, oui, c'était pas si simple. Quand j'avais une vingtaine d'années, c'était pas si simple. Mais quand j'avais une vingtaine d'années, j'écrivais tous les jours. Et j'écrivais en moyenne 3 heures par jour. Ah, donc là, 3 c'est heures. une... 3 heures. Oui, donc c'est C'est une c'est la répétition. régularité. Mais oui, ouais. mais c'est un peu C'est comme le s'entraîner. karaté. C'est-à-dire que le karaté, en fait, au début, toi, tu vas comprendre. Quand on fait du combat, c'est très compliqué, on n'arrive pas à bouger, etc. Et puis après, on acquiert une aisance. Et après, c'est tellement évident que, en fait, quand quelqu'un bouge, tu as bougé en même temps que lui et tu as bougé comme Les il fallait réflexes. pour pouvoir contre-attaquer. Ouais. Ça devient une évidence. Ça devient une forme de chorégraphie. C'est automatique. Et en fait, l'écriture, c'est la même chose.
Après, le plus compliqué, ça va être de se dire, bon, qu'est-ce que je veux vraiment communiquer? Quelle forme je veux mettre? Mais une fois que tu as défini ta forme, ça va être un roman, ça va être un roman pour tel type de personne, je veux que ça soit drôle ou je veux que ça soit triste, je veux qu'il y ait de l'aventure ou pas. Bah, en fait, tu vas chapitrer les choses de telle sorte que tu vas couler en fait ton logos, quoi. Tu vas couler en fait ton discours. Mais après, ça, c'est un jeu. Tu vas mettre en évidence tes personnages et puis après, tu vas jouer avec eux. Ça va être une... voilà. Après, je pense qu'il n'y a pas non plus de recette. Moi, là, on parle un peu vite parce que c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a pas non plus une recette magique. Mais c'est comme pour entreprendre. Il faut se poser et on commence par le début. Pour conclure, si on doit retenir un livre, si les gens veulent te découvrir et veulent retenir quelque chose sur toi, sur ce que tu as fait, est-ce que tu as peut-être un livre ou 2 livres que tu pourrais recommander? Oui, bah alors, je conseillerais à tout le monde, par rapport à ce qu'on a parlé, je conseillerais à tout le monde de lire la trilogie du jeu de vivre que j'ai publiée chez l'Harmattan. Donc là où je raconte en fait mon enfance et je raconte en fait justement le départ. Comment j'ai fait pour aiguiser ce sabre que j'ai dans la tête et qui m'a permis en fait de vivre ma vie comme je l'ai souhaité et qui me permet de continuer à la vivre comme je l'ai souhaité. Je veux dire, c'est vrai que j'ai eu la chance en fait d'être libre et de faire toujours ce que j'ai voulu en mettant de côté toutes les contraintes sociales qui existent. Et puis un autre livre, peut-être, ce serait le livre que j'ai dit, là, le livre photographique, avec du texte, hein, ça c'est ethnologique, qui s'appelle Le Perche, et qui est publié à la Mésange Bleue, qui est un éditeur dans Et le ces Perche. 2 livres sont trouvables et achetables où ça? Sur Internet déjà. Hein. Internet. Pascal Lerest. Si vous tapez Pascal Lerest Bon, de sur toute façon, Internet, on va mettre, vous allez tomber sur pas On mal va de mettre les choses. liens. on va mettre les liens dans la description, comme ça Super. les gens pourront cliquer. Voilà, et puis retrouver après, ça c'est des directement. livres qu'on peut commander ou qui sont en librairie. Après, ça dépend des librairies parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de. Tout est en ligne. Mais tout est en ligne aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup, Pascal. Merci à tous Merci, les Pascal. deux et merci C'est top. pour Avec ce grand bel plaisir. accueil. Ouais. Et puis aussi pour cette thématique. Je pense que c'est très important parce que ça peut donner aussi aux personnes qui sont jeunes et qui ont des doutes, ça peut leur donner l'idée que, bon voilà, si elles ont un bon sens programmatique, qu'elles en veulent et qu'elles veulent rêver leur vie, eh ben c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'elles Exactement. rêvent d'abord leur vie avant de réaliser les rêves. C'est ça, il ne faut pas avoir peur. Merci. Parce que l'échec fait partie du processus du succès. Merci beaucoup, Pascal. C'était vraiment instructif. On a appris à écrire des livres, on a appris à vivre ses rêves, on a appris une histoire incroyable. Et moi, j'ai appris de petites choses sur Nicolas qui n'aime pas ça, trop je sais que- parler de lui. Je sais que tu es fan de ça. Donc, merci encore. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Et nous avons une bonne nouvelle pour vous. Nous sommes maintenant disponibles sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et surtout, choisir le format qui vous correspond le mieux. Et surtout, de bien penser à s'abonner, de cliquer sur la petite cloche, C'est parce ça. que ça nous aide évidemment à ce que l'algorithme nous montre et surtout d'avoir encore plus de personnes qui nous suivent. En gros, si vous voulez qu'on continue, encouragez-nous en vous abonnant, en likant et en partageant. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode et surtout restez connectés. À bientôt. Bye guys.